Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de France 3 Limousin dont voici les principaux titres. Les opposants à la ferme des 1000 veaux ont encore fait parler d'eux aujourd'hui. Ils ont distribué des tracts et informé le public sur le parking d'un supermarché de Guéret, une grande surface partenaire du projet de cette fameuse ferme. Ce sera peut-être la consécration pour les handballeurs limougeaux. Après leur victoire hier contre Saran, ils peuvent décrocher leur billet pour la Pro D2 dès ce soir s'ils s'imposent contre Vernon. Le coup d'envoi est donné en ce moment même. Enfin, nous découvrirons tout à l'heure l'univers bien particulier d'une jeune dessinatrice de bande dessinée, une Limougeaude très talentueuse qui devrait sortir son premier album dans quelques mois en faisant appel à un financement participatif sur Internet. Mais avant de développer ces titres, parlons de sécurité routière. Le nombre d'accidents en France est reparti à la hausse ces derniers mois et les motards sont particulièrement vulnérables. La préfecture de la Haute-Vienne a donc reconduit son opération Rallye Moto pour la 13e fois. Près de 100 motards ont sillonné les routes du département, encadrés par la gendarmerie qui leur a dispensé de précieux conseils de sécurité. Gaël Fauquemberg, Éric Proença. Laurence a son permis moto depuis 4 ans, mais ses balades sont souvent très espacées. C'est pourquoi, pour se perfectionner, elle a souhaité participer à ce stage. Et la jeune femme de 37 ans a un objectif bien précis aujourd'hui. Apprendre surtout sur les trajectoires, la prise de trajectoire sur la route, parce que comme je pratique peu, j'ai encore des doutes sur ça et surtout quand on roule un petit peu, quoi. Lentement, ça va, on est toujours un peu rassuré. Dès qu'on roule un peu plus vite, on a un peu plus peur. Au programme de la technique avec le graissage de la chaîne, des frayeurs avec des arrêts d'urgence sur route mouillée et surtout de la maniabilité, où il faut l'avouer, Laurence n'est pas la plus à l'aise. Le but, c'est de pas poser le pied, des choses comme ça. Sur la route, en réel, on pose le pied quand on perd un peu l'équilibre, on peut toujours se rattraper. Donc voilà, ça c'est la théorie, en pratique, on s'adapte. Encore. Maintenant au milieu, tu poses tout. Allez, tes épaules, le regard. Tes épaules. 90 motards participent à cette opération organisée par la préfecture de la Haute-Vienne et encadrée par la gendarmerie. Une piqûre de rappel des consignes de sécurité pour les plus aguerris, mais pour ceux aussi qui ne tiennent pas le guidon. Ça fait du bien parce que, moi oui, mais pour ma compagne passagère, pour bien lui faire voir les trajectoires et tout ça. C'est quand même important que ce soit quelqu'un d'autre qui lui dise surtout. Voilà. Ça leur permet également de dialoguer avec nous et de voir que nous ne sommes pas là essentiellement pour la répression, mais pour la prévention. Nous pouvons leur apporter donc pas mal de renseignements et d'informations concernant le pilotage. 3 motards ont trouvé la mort sur les routes de Haute-Vienne depuis le début du mois de janvier, soit autant que pour toute l'année 2014. Le combat continue pour l'OEDA, le collectif Oui à l'étourdissement dans les abattoirs qui s'oppose aux fermes-usines et en particulier au projet de la ferme des 1000 veaux sur la commune de Saint-Martial-le-Vieux en Creuse. Et aujourd'hui, c'est le groupe Intermarché qui était visé par les opposants à cette ferme-usine. Ils ont mené une action pacifiste dans le but d'informer les futurs consommateurs. Isabelle Rio, Marine Nadal. Un silence, mais une présence. Le but, informer les consommateurs que c'est l'enseigne Intermarché et sa filiale viande Jean Rosé qu'on trouve derrière la ferme-usine des 1000 veaux. Une aberration agricole qui leurre le consommateur en surfant sur l'image de qualité de la viande revendiquée par le Limousin. Nous sommes là pour rappeler justement que le groupe Intermarché, derrière ces images d'épinal de veaux dans les prés, sont en train de participer à l'élargissement de l'agro-industrialisation et se servent largement des élevages intensifs et des fermes-usines comme on peut le voir dans le PNR de 1000 vaches. Car dans ce centre d'engraissement, en cours de construction à Saint-Martial-le-Vieux, jusqu'à 1400 veaux se trouveront confinés pour doubler leur poids en 7 mois, soit 5 fois plus vite que dans les prés. Une exploitation que rejettent ces consommateurs. Eh ben non, ça ne correspond pas au Limousin. Il faut laisser les veaux dans les prés et la qualité de la viande du Limousin se fait dans les prés et pas dans des élevages industriels. Ces nouveaux élevages, là, c'est vraiment pas au top du tout. Hein. C'est contre nature. Hein. Pour ces militants, on est face à un modèle économique qui a déjà fait tristement ses preuves dans d'autres filières agricoles, notamment en Bretagne. L'enseigne Intermarché rendra dépendants les éleveurs pour mieux imposer ses conditions d'achat. Ça a commencé dans les années 70 par l'intégration des volailles. Les éleveurs ne sont plus maîtres de la production. On leur amène les poussins, on leur amène les farines, où on met des antibiotiques dedans et ce sera exactement la même chose ici.
Le collectif dénonce aussi l'abattage des veaux par égorgement prévu par le projet industriel. Il annonce d'autres actions en attendant la grande marche du 4 juillet à la Courtine. Et puis autre sujet de préoccupation environnementale dans la région, un projet d'enfouissement de stériles miniers sur la commune de Millevaches en Corrèze. C'est dans une ancienne mine d'Areva que 3000 tonnes de gravats potentiellement radioactifs seraient enterrés. Oui, un projet qui inquiète les populations alentours qui ont créé aujourd'hui même un collectif pour s'y opposer. Inquiétude également du côté du PNR Millevaches. On écoute son président Christian Audouin. Il doit y avoir l'idée de regrouper des déchets de provenance territoriale et départementale, mais il est tout à fait, imaginable que dans cette stratégie-là de dépôt, il y ait l'idée d'aller chercher des stériles ailleurs et de les stocker ici en Haute-Corrèze. Bon, nous n'en savons rien. Alors ce que nous allons faire, nous allons d'abord prendre une position politique. Le comité syndical du PNR est saisi de cette affaire. Nous siégeons à la fin du mois. Bon. Nous allons délibérer. Je vais consulter, je vais discuter avec mes collègues et nous allons prendre une position. Et dans les positions que je vais soumettre à mes collègues du comité syndical, il y aura la demande d'expertise, ou plutôt de contre-expertise, de la part d'un cabinet indépendant qualifié en la matière, car nous ne voulons pas nous en tenir au seul dire de l'entreprise et de l'administration. Un mot d'économie avec une bonne nouvelle pour la Creuse. La future unité de production du laboratoire Terali s'installe à Guéret. Oui, basé dans la région de Tours, ce laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les médecines douces va se délocaliser donc en Creuse pour se développer. Marielle Camp et Nicolas Chigot ont assisté hier à la première pause. Un célèbre creusois disait « Quand le bâtiment va, tout va », et c'est le cas, car cette première pierre posée à 6 mains est l'embryon d'un bâtiment de 1300 mètres carrés, la future unité de production du laboratoire pharmaceutique Terali. Un bon signe de plus donc pour la vie économique de la zone industrielle de Guéret. Nous avons aussi la chance effectivement d'avoir trouvé un repreneur pour l'ancienne site BSMAT avec le groupe Futura Finance et l'implantation de Nose chez nous. Maintenant ce laboratoire effectivement pharmaceutique avec Terali et le Dr Plouvier. Donc oui, bien sûr c'est des bons signes et on ne se résigne pas, on se bat pour aussi qu'il y en ait d'autres demain. Spécialisé dans les préparations magistrales pour les hôpitaux, le laboratoire Terali travaille sur des petites quantités, un marché de niche peu concurrentiel donc. Avec son futur laboratoire basé au cœur de la France, le docteur Plouvier espère développer de nouveaux produits pour l'exportation. On a de grands projets parce que tout ce sur quoi on a travaillé depuis 6 ans est en train de se concrétiser. Et on a reçu le support de la BPI sur 2 projets, 2 produits à très forte innovation. Donc on va développer non seulement nos préparations hospitalières sur ce site, mais aussi la production de ces produits qu'on devrait commercialiser d'ici 2018 en Europe et si on a de la chance aux États-Unis. Le laboratoire devrait dans les prochains mois recruter une douzaine de personnes dans un premier temps. Les premiers produits Made in Guéret sont attendus pour l'automne 2016. Politique maintenant avec le mouvement Limousin Terre de Gauche réuni ce week-end à Saint-Priest-Torion en Haute-Vienne dans le cadre de son université de printemps. Et des discussions entre les militants portent principalement sur les élections régionales de décembre prochain. Mais a priori, les listes ne seront présentées qu'au mois de septembre. On écoute le conseiller régional Terre de Gauche, Stéphane Lajaumont. Pour l'instant, on commence par travailler au fond. C'est le meilleur moyen pour intégrer les citoyens, pour faire une démarche qui soit à la fois la plus ouverte et qui pose d'abord la question des enjeux, de la vie quotidienne des gens, et pas la question des places-sous pour quelques-uns. Et justement, si on parle du fond, les enjeux essentiels dans cette région, ce sera quoi dans cette nouvelle grande région ? Les enjeux, ils sont multiples. Il y a bien évidemment la question des enjeux économiques et de l'emploi, puisque à l'heure actuelle, on est une région qui est en échec. Depuis 2010, dans cette grande région de 12 départements, il y a près de 100 000 emplois qui ont disparu. Donc il faut peut-être s'interroger sur le pourquoi. Il y aura aussi bien évidemment la question des transports. Et on voit avec le rapport de la commission Duron que si la bataille qu'on a menée en Terre de Gauche sur la défense du POLT a trouvé écho un petit peu, par contre le Bordeaux-Lyon est menacé et qu'il y a urgence à engager au contraire une résistance. L'engagement concerne les politiques mais également les journalistes. Liberté de la presse, indépendance ou encore pluralisme des médias font partie des thèmes abordés lors des 4e rencontres des médias libres. Depuis jeudi à Meymac en Corrèze, grand public et professionnels débattent et participent à des ateliers autour des médias dits de résistance. Reportage de Sophie Val et Jean-Christophe Nicolas.
Tous les soirs, à 20h, les 2 premières chaînes de télévision françaises lancent le jingle de leur journal national. 2 éditions, 2 façons de traiter l'actualité. Le sujet de l'alerte à la bombe prend une place très importante sur TF1, alors que c'est seulement une brève sur France 2. Ces collégiennes ont comparé en classe les 2 messes de 20h avant de le présenter à ce public. Une expérience qui les a fait réfléchir sur la construction de l'information. J'ai appris qu'il ne fallait pas prendre toutes les informations telles qu'elles étaient données, qu'il fallait savoir prendre que certaines choses, il fallait pouvoir filtrer en fait. Un exercice au programme de ce week-end de rencontres, de débats et de projections autour de la liberté des médias. Parmi les invités, Denis Robert, journaliste indépendant à l'origine de l'affaire Claire Stream. Il est venu présenter en avant-première son nouveau film sur François Cavana, le fondateur de Harakiri ou encore Charlie Hebdo. Cavana, c'est un modèle parce qu'il a créé, à mon sens, les derniers journaux vraiment libres de ce pays, libres, impertinents, réactifs à l'actualité, etc. Et créer Harakiri dans les années 60 et Charlie Hebdo dans les années 70, c'était très compliqué puisque on était dans la France gaulliste et pompidolienne. Après, c'était une France où il y avait encore une véritable censure. À l'origine de cette manifestation, une journaliste mémacoise qui cherche à fédérer les médias indépendants pour obtenir un statut et un fonds de soutien. Pour que la démocratie existe, il faut qu'il y ait des médias privés, qu'il y ait des médias publics et qu'il y ait les médias du tiers secteur à but non lucratif, appelons-les comme on veut. Mais des médias, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont en train de mourir en ce moment sur notre territoire. Et c'est super dommage parce que on peut apporter un autre point de vue, on peut apporter un nouvel angle, on peut apporter une autre façon de fonctionner, plus citoyenne, plus proche des gens. Des rencontres sous le signe de l'unité, donc pour les médias alternatifs. On ouvre maintenant notre page spéciale consacrée au handball. L'équipe de Limoges a gagné hier à Villemomble, en région parisienne, son premier match des barrages pour l'accession au Pro D2. Une rencontre difficile, très disputée, mais les hommes de Nenad Stanic ont finalement eu le dernier mot en battant Saran 32-27. Le LH 87 a donc fait un grand pas hier vers la Pro D2, mais pour assurer définitivement la montée, il faut battre ce soir l'équipe de Vernon. Comment les Limougeaux ont-ils préparé cette rencontre décisive? Quel a été leur emploi du temps? Aujourd'hui, la réponse avec ce reportage de Jean-René Lavergne et Margot Blanc-L'Œil. La préparation de ce match décisif pour l'accession en Pro D2 a débuté en fin de matinée par une séance vidéo. Nenad Stanic, l'entraîneur, a décrypté à la loupe le jeu de l'adversaire, cette équipe de Vernon. Il y a 12 ailiers qui courent très vite vers l'avant. Et après, la base d'arrière qui est un peu moins vif, qui arrive après. Donc, projet, contre-attaque direct, possible, pas possible. Jeu de transition croisé arrière-arrière. Les joueurs sont attentifs, concentrés, personne ne moufte. Cette séance vidéo est une source d'informations illustrées, toujours utile. Qui s'appuie beaucoup sur le jeu à l'intérieur autour du pivot et que, au niveau de l'attaque. Et qu'après en défense, ils se projettent très vite vers l'avant pour essayer de marquer des buts faciles. Il va falloir faire une grosse performance défensive et essayer justement de nous les prendre de vitesse et de les faire courir. Ces heures qui précèdent la rencontre répondent à une espèce de rituel bien établi. Par exemple, le déjeuner est un moment privilégié que l'on prend en commun. Mais l'ombre du match rôde sur les assiettes. Le match est dans la tête de tout le monde. C'est vrai que l'ambiance est un peu plus distendue maintenant dans les repas. Mais quand tu joues des matchs comme ça, tu peux pas l'oublier pendant la journée. Progressivement, à chaque instant, les joueurs s'enferment dans leur bulle. C'est bon, on va dormir là, c'est fini. C'est la sieste. Allez, en direct sur place, on retrouve Jean-René Lavergne. Bonsoir Jean-René, on l'a dit et redit, cette rencontre peut envoyer dès ce soir l'équipe de Limoges en Pro D2. Jean-René, ne nous entendons pas, on n'a décidément pas de chance. Ici, c'est un bruit assourdissant et cette équipe de Limoges est malmenée par cette équipe de Vernon. Car après 10 minutes de jeu, le score est maintenant de 5-1 pour les joueurs de l'heure. Mais il y a encore du temps, il y a encore de l'espoir. Car en effet, les joueurs limougeaux ont la possibilité de faire le coup du roi, à savoir une seule cible et 2 récompenses. Pourquoi pas un titre de champion de France de nationale masculine dès ce soir. Et puis également l'accession, le ticket validé pour la Pro D2. C'est vrai, je ne voudrais pas
casser le moral, mais en tout cas, toujours est-il que c'est mal parti. Cette équipe de Vernon est en train d'imprégner son rythme et les joueurs limougeaux se heurtent très précisément à une véritable muraille de Chine dès qu'ils sont à l'attaque. Maintenant, il reste du temps, tous les espoirs sont permis, mais il va falloir serrer les écrous. Merci infiniment Jean-René et à demain évidemment pour le résumé de cette rencontre. Nous ouvrons désormais un album de BD. Pour l'instant virtuel, Astre Rouge sera le tout premier livre de Laura Lefebvre, une jeune limougeaude très talentueuse. Elle travaille dans le secteur d'Internet, mais tout son temps libre, elle le consacre à sa passion, la bande dessinée. Elle dessine, écrit, scénarise et espère le soutien de tous pour que Billy, son petit héros, devienne un jour célèbre. Nicolas Elandaloussi et Lucie Dénéchaud l'ont rencontré. Voici Billy, 8 ans, un petit garçon malade, héros d'Astre Rouge, la première BD de Laura. Au programme, angoisse, frissons, suspense et rencontres pas très agréables pour Billy. Le tout dans un univers qui vous sera familier. L'histoire se déroule en Limousin. Les coins de nature un petit peu sauvages et tout ça comme ça, avec les forêts sombres, c'est tout à fait propice aux histoires de zombies. Il y a une scène qui se passe en fait au CHU. Il y a une épidémie qui est en train de se propager et qu'en fait les urgences sont pleines à craquer. Et donc ils sont extrêmement énervés et en plus ils se font donc attaquer dans un parking par un jogger fou. Laura va donc pouvoir réaliser son rêve au prix de quelques sacrifices, financiers d'abord, car elle ne touchera pas d'avance de droit. Autrement dit, pas l'ombre d'un euro avant la parution de sa BD. Elle a donc opté pour un financement participatif sur Internet, mais qu'importe, l'essentiel était de trouver un éditeur. Ils prennent plus de nouveaux auteurs parce que le marché de la bande dessinée en fait est en crise. Il y a en fait de plus en plus de bandes dessinées, le même public. Du coup, en fait, les parts de tout le monde sur les revenus de la bande dessinée sont de plus en plus réduits. Donc ils essayent en fait de limiter cette surproduction et donc de limiter aussi les œuvres qui sortent en librairie. La librairie, ça n'est pas pour tout de suite pour Astre Rouge. Laura dispose d'encore 5 mois pour boucler le premier tome. J'ai une organisation assez militaire, parce que sinon je ne m'en sors pas. Je me lève à peu près à 5h30 du matin pour dessiner jusqu'à 8h30. Donc voilà, quelques heures de dessin. Je me prépare pour aller au travail, je vais au travail, je fais une pause de midi la plus petite possible pour pouvoir rentrer tôt le soir. Et je m'y remets encore. Et avec tout ça, j'arrive à faire des semaines où je travaille à peu près 25 à 30 heures sur la bande dessinée et 35 heures à mon travail. Allez, encore quelques longues journées et Astre Rouge verra enfin le jour. La sortie du premier tome est prévue pour octobre 2015. Nous avions fait leur connaissance en tout début d'année scolaire. C'est l'ultime étape pour les élèves de terminale, option théâtre du lycée Léonard Limousin. Après les avoir suivis en répétition, en pleine création tout au long de l'année, il y a quelques jours, ces apprentis comédiens jouaient leurs pièces devant parents et professeurs dans l'auditorium du lycée. La fin d'un feuilleton suivi par Martial Codéboissé et Margot Blanc-L'Œil. Moi, ça m'intéresse éventuellement de choquer, mais par contre de ne pas perdre en fait l'empathie qu'on crée avec les spectateurs. Et 3 heures avant le début du spectacle, pour les apprentis comédiens de terminale, petite escapade dans le jardin du comédien metteur en scène qui les suit dans la création de leurs pièces. Dernier conseil, réussir à trouver une unité, mais quand même tout en respectant la singularité de chacun et voilà, qu'on les reconnaisse, qu'on les voit, mais qu'en même temps on arrive à raconter quelque chose vraiment ensemble et qu'on fasse un groupe. Voilà. Madeline, les femmes d'abord. Passion, la mode, style, chic pour sortir. Robe cintrée, collier, Zara. 1 heure avant la représentation, les 24 élèves revoient leurs ultimes réglages pour cette pièce qu'ils jouent devant parents, amis, professeurs, qui comptera en option pour le baccalauréat où un examinateur jugera l'engagement, le sens du collectif et comment chacun tient son rôle. Voilà, ils vont évaluer ça d'une part, et puis d'autre part, toute la réflexion qu'ils peuvent avoir sur leur parcours de spectateur et leur réflexion sur le théâtre en général. 20 minutes avant de brûler les planches de l'auditorium du lycée, la tension monte dans les loges. Ça fait quoi sur 2 soirs de représenter 1 an de travail ? Ouais, ça fait mal. J'aime bien ce moment parce qu'on est tous un peu euphoriques, donc ça fait une grosse ambiance de groupe. Et, on fait un peu n'importe quoi, on dit un peu n'importe quoi, mais c'est vachement chouette, je trouve, ce moment-là, où on est tous ensemble. 5 minutes avant d'entrer sur scène, exercice de respiration, d'échauffement. Le public va bientôt s'installer dans la salle.
Nous voir nous, pièce de l'auteur québécois Guillaume Corbeil, est jouée par les 24 élèves de terminale qui se répartissent 5 rôles, une œuvre qui traite des faux-semblants de la vacuité. Je suis célibataire. Protagoniste numéro 4. Sexe masculin, yeux bleus, cheveux châtains, 1m70, né le 13 février. Je suis célibataire. Pendant 40 minutes, ces apprentis comédiens ont déployé une grande énergie commune pour le plus grand plaisir du public. C'est une vraie passion, une vraie passion. Vous pensez qu'elle va continuer? Ah bah bien sûr. C'est sûr. Je suis sur une bonne lancée là, donc c'est sûr. La représentation est terminée. Dans les années à venir, certains élèves deviendront comédiens, d'autres non. Mais après tout, peu importe, ils garderont en eux le souvenir de ces années théâtre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo avec Jérémy Lebescon. Et on termine avec ces images de Limoges, vues du ciel plus précisément depuis la grande roue installée sur le parking du Parc des Expositions. C'est l'une des attractions de la fête foraine qui a ouvert ses portes cet après-midi, qui se refermera dans 15 jours. Bonne soirée à tous. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.